Nous sommes dans le futur. L'humanité a colonisé l'espace. Et puis un jour, les étoiles s'éteignent et toutes, et je dis bien toutes les planètes, disparaissent. Seuls quelques survivants se retrouvent à un moment donné sur des stations spatiales qui flottent maintenant sans but dans l'espace. Trop peu de rescapés pour reconstruire l'humanité, trop de bouches à nourrir pour espérer survivre et aucune idée de ce qui est arrivé à l'univers. Un événement que les derniers humains nommeront le rapt silencieux. C'est dans ce contexte qu'une des dernières stations spatiales en activité découvre une lune morte dotée d'un océan pas comme les autres. Ce n'est pas un océan rempli d'eau, c'est un océan rempli de sang. Ni une ni deux, un sous-marin est construit à la hâte et à l'intérieur, un condamné à mort nommé Simon. Le marché est simple, il plonge, il explore, il prend des photos avec la caméra du sous-marin et il remonte. Et s'il survit, il est libre. Et alors qu'il tombe sur un squelette d'une vieille créature morte depuis des lustres, Simon se rend compte qu'il n'est pas du tout seul en bas et que quelque chose de très gros rôde autour du sous-marin. Ce film, c'est Iron Lung, adaptation du jeu vidéo du même nom, écrite, réalisée et auto-financée par le youtubeur Markiplier. Et c'est le film du jour dans Jumpscare, votre podcast sur le cinéma horrifique. Alors, à l'origine, Iron Lung est un jeu indépendant sorti en 2022, créé en solo par David Simonski. Malgré tout l'univers du jeu totalement fou que je viens d'évoquer, c'est un huis clos très minimaliste où on incarne un prisonnier envoyé sonder un océan de sang, donc à bord d'un minuscule sous-marin, presque entièrement à l'aveugle, avec comme seul moyen de voir à l'extérieur les photos qu'on peut prendre avec la caméra du sous-marin. Pas de combat, pas de moyen de se défendre, ni de fuir ou quoi que ce soit, juste des coordonnées à entrer et des photos à prendre, jusqu'au moment où une créature dégomme le sous-marin, dans un jumpscare final assez efficace, et bam, écran titre, fin. Quand le jeu sort, il marque très vite les esprits à cause de son concept, de sa durée qui est très courte, et surtout de son atmosphère qui est exceptionnelle et hyper oppressante. Évidemment, ça devient un petit phénomène sur Twitch et YouTube, et c'est là qu'arrive Markiplier. Célèbre youtubeur jeux vidéo, pour ne pas dire que c'est une des légendes du site, qui fait énormément de jeux vidéo horrifiques sur sa chaîne. Markiplier, il est séduit par le jeu et il y voit un énorme potentiel d'adaptation en film. Il a déjà réalisé quelques fictions pour YouTube et il se dit que ce serait bien de passer au cap supérieur et de faire un film pour le cinéma avec Iron Lung. Ni une ni deux, il sort 3 millions de sa poche, parce que tous les youtubeurs ont ça visiblement, et finance lui-même le film qu'il écrit, réalise et dont il incarne le protagoniste. Projet hyper casse-gueule, car on mélange deux genres historiquement connus pour être remplis de films ratés. D'un côté, on a le film adapté de jeux vidéo. Souvenez-vous des travaux d'Uwe Boll dans le milieu, ça devrait vous rappeler des souvenirs. Ou récemment, on a eu les Five Nights at Freddy's aussi, qui sont un peu compliqués, voilà, on va pas se mentir. Sauf le 2. Le 2, récemment, on a fait un épisode dessus qui est jamais sorti parce que j'ai perdu les pistes. Voilà, c'était donc ça. Et oui, c'était l'épisode de Noël qui n'est jamais sorti. Ah, mais tu sais que tu n'as jamais expliqué ni même à l'équipe ce qui s'est passé. Voilà. Non, je l'ai mis sous le tapis en mode « Ah merde. » Voilà. On les avait les pistes, Romain. Fallait nous les demander. Mais j'ai perdu la mienne. J'ai perdu la mienne. Et oui. Et je me suis dit, est-ce que je vais me redoubler en entier pour FNAF 2 ? Et tu vois, j'ai pesé le pour et le contre. On était pendant les vacances de Noël et j'ai fait, allez, flemme, on laisse ça en 2025. Mais voilà, mais sachez que FNAF 2, Lily, elle a bien aimé. Moi, j'ai pas aimé. Ouais. Et Mylène, elle avait trouvé ça sympa. Voilà. Comme ça, l'épisode, il est fait. Fin. Bref. À la semaine prochaine. Dans Iron Lung, on a un film de jeux vidéo, un film adapté de jeux vidéo, mais aussi, on a encore pire à côté, c'est un film de youtubeur. Terme qui fait très peur, car les youtubeurs au cinéma, historiquement, c'est compliqué. Que ce soit quand ils décident de devenir acteurs ou réalisateurs. Bah, les Philippou. J'ai pas fini l'introduction, tu spoil, attention. Pardon. En France, je pense évidemment au Manoir, comédie horrifique française qui rassemblait tous les youtubeurs connus de l'époque. J'aime bien le Manoir. Moi, j'aime bien.
J'ai Oh une là petite là. tendresse pour ce film. Alors, pourtant, c'est pas des youtubeurs que je suis et que je connais particulièrement. Mais je sais pas, et je trouvais ça sympa, en fait. Même si c'est une très mauvaise parodie de film d'horreur parce que elle n'y connaît rien au film d'horreur. Oui. Mais par contre, il y a des petits trucs très français, très potaches qui me font marrer, genre Willy Denzé surgelé dans une cave. Voilà, je trouve ça Alors, génial. ce qui était marrant avec le manoir, c'est que tu pouvais vite voir les youtubeurs qui avaient un avenir en tant que comédiens de cinéma et ceux qui n'avaient pas d'avenir dans le milieu. Ça, c'était assez hallucinant, je me Ouais, c'est souviens. vrai. Il y en a deux ou trois qui jouaient vraiment bien, et c'est ceux qui ont aussi une formation théâtrale. Des mecs, c'est comme Ludovic, tout ça, qui savent quand même capter la caméra. Et t'en as qui sont encore dans leur sketch YouTube avec les mêmes personnages, qui jouent sans arrêt. Mhm. Et c'est ça que moi qui m'avait vraiment mis mal et gêné en le regardant. Enfin bref, on a Le Manoir. Récemment, on a eu Mortel Raclette, qui est un peu une extension de cette troupe de youtubeurs. Mortel Raclette, Horrible. plus jamais, évidemment. Et souvenez-vous, il y a bien longtemps, Pas très normale activité avec Norman fait des vidéos. Un titre de film prémonitoire pour Norman au passage. Bref, c'était compliqué. Sauf que, depuis 1 an ou 2, il se passe quelque chose avec les films de youtubeurs en Amérique, surtout. On a vu l'arrivée des frères Philippou au cinéma, que tu viens de citer, Lily. De base, ils venaient de YouTube, ils faisaient des courts-métrages dessus, et ils arrivent et ils font La Main, qui était vraiment très sympa. Et l'année dernière, ils ont fait Bringer Back, alias Substitution chez nous, qui était un des gros chocs horrifiques de l'année dernière. Enfin, toi, tu l'avais aimé, je crois aussi, Lily. Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Un des meilleurs films de l'été. Ouais. Et à côté, on a aussi Chris Stockman, qui est un youtubeur cinéma, un peu notre équivalent de Durandal, en moins, on va dire, qui divise un peu moins les gens. Voilà. Donc c'est plutôt comment il s'appelle? Le Fossoyeur. Non, Régis. Parce que Régis, Reggie parce- Gorilla. ouais, parce que je retiens jamais son pseudo. Je m'excuse s'il nous écoute parce que du coup je l'appelle Rigolo Gira et je sais que c'est pas son vrai pseudo. Rigolo Gira. Bah non, ce sera son nouveau pseudo. Il divise aussi, mais de toute façon, y a pas de youtubeur cinéma qui divise pas. Ouais. Donc voilà, mais Chris Hankman, c'est un youtubeur qui fait des critiques face caméra très classiques et qui a fait son propre long métrage qui a été distribué par Néon, quand même, hein, qui est un gros Ouais, distributeur. quand même. C'est Shelby Hawk. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais ça avait l'air pas mal, non? Tu as vu toi? Les trailers étaient bien, la RG autour était bien. Ouais. J'ai pas pu le regarder, j'ai vu que beaucoup de gens avaient pas aimé au final, mais il a quand même eu son petit buzz quand il est sorti. On sentait quand même un talent pour installer une ambiance. Il y a un vrai talent de DA, je trouve. Dans la DA, surtout dans l'ambiance. C'est ça qui m'avait donné envie de le voir. Malheureusement, je l'ai raté. Ça arrive, on peut pas tout voir. Totalement. Et puis surtout, ça ressemblait à pas un film de youtubeur, quoi. Pas un C'est truc ça. tourné sur un Canon 5D avec 2-3 potes chez Webedia. C'était Ouais. vraiment beau. Et n'oublions pas en France aussi Florent Bernard, qui a écrit, scénarisé Vermine de Sébastien Vanitschek et qui l'a écrit le prochain Evil Dead. Donc voilà, il se passe aussi des choses en France. Enfin bref, Markiplier, justement, arrive au moment parfait pour sortir son film, qu'il a produit tout seul, on le rappelle, hein. Il a tourné sur une très longue période de plusieurs années, souvent les week-ends, ce qui rappelle la production du premier film de Peter Jackson, Bad Taste. Aussi un film très sanglant, tourné le week-end avec un petit budget et ses potes. Et alors qu'Iron Lung était destiné à une sortie très confidentielle aux USA, la communauté de Markiplier s'est mobilisée auprès de tous les cinémas possibles, ce qui a permis au film d'être très largement diffusé et surtout de faire un tabac au box-office, c'est-à-dire que le film a tenu tête au dernier film de Sam Raimi, Send Help, lors de son premier week-end d'exploitation. Et actuellement, sur un budget d'un peu plus de 3 millions de dollars, le film a rapporté quasiment 50 millions au box-office mondial. Et oui, mondial, puisque le buzz a permis au film d'être diffusé un peu partout dans le monde, et il est sorti 2 jours en France avec un tout petit visa. Et on a été invité avec Jumpscare à le voir en avant-première avant sa sortie officielle. On remercie donc au passage le YouTube Ciné Club de MK2, Mensch Agency et KR Communication pour l'invitation, évidemment. Au moment où cet épisode sort, cette avant-première et la sortie du film, c'était il y a quelques temps déjà, mais on tenait à revenir dessus vu le bruit que le film a fait, et nous on était vraiment curieux de voir le résultat final, du moins pour ceux de l'équipe qui ont pu voir le film, puisqu'aujourd'hui on est en tête-à-tête, un épisode à 2 personnes seulement, c'est-à-dire moi-même, Romain et Lily. Lily, comment ça va? Bah écoute, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Eh ouais, Mauvaise nuit. On sort d'enregistrement aussi hier, c'est rare qu'on enchaîne les podcasts aussi vite comme ça. Ouais, puis surtout, dans la nuit, j'ai reçu une alerte qui m'a un peu affectée. Voilà, le cancer de Bruce Campbell. Voilà. Donc, j'ai pas passé une super nuit. Voilà. J'ai badé parce que tu m'as dit. La phrase commençait par j'ai reçu une mauvaise nouvelle et ça commence par le cancer. Et je me suis dit, elle va annoncer un cancer en live. Mais non, je sais pas. Mais non.
C'est un peu trop perso, ça, quand même. Pourquoi cet Je me serais épisode? pas permise. Mais oui, Bruce Campbell a un cancer. Traitable, mais pas curable. Donc, Oui. malheureusement, on sait ce que ça veut dire, quoi. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est Alors, compliqué. après, bien sûr, on lui souhaite d'avoir encore quelques belles années devant lui, quoi. Voilà. Ah bah grave, bien sûr, bien sûr. La médecine fait des miracles maintenant. Il a l'argent. J'ai Oui. quand même confiance. Oui, oui. Allez, on On va croise les revenir doigts. au sujet qui nous intéresse quand même. Oui. J'avais déjà fait le jeu, moi de mon côté, donc j'avais quelques attentes. Mais toi, du coup, tu y allais les yeux fermés, c'est ça? Oui, totalement. Surtout que Mensch nous a un peu contactés en dernière minute pour l'avant-première, de manière très sympathique, hein. Du coup, vu que il a eu une sortie que de 2 jours, ils avaient grand besoin de renfort au niveau de la promo. Ouais. Donc on a été un peu prévenus à la dernière minute et du coup, moi, j'ai débarqué dans la salle en ne sachant absolument pas ce que j'allais voir. J'en avais juste vaguement entendu parler par toi, Romain, parce que tu nous avais dit que le film avait l'air intéressant et que c'était l'adaptation d'un jeu vidéo indépendant. Mais Oui. savais pas beaucoup plus. Et je voulais pas vous l'imposer en plus, parce que on venait de faire Silent Hill 2, Ouais. et je voulais pas l'imposer dans la programmation. Eh ben, du coup, bah, vraiment, je suis arrivée sans attente particulière. Il s'avère que j'ai passé un très, très bon moment. J'étais très étonnée d'apprendre, que de ton côté, pendant ta séance, les gens se sont ennuyés. J'y reviendrai après. Ouais, voilà, enfin, bref, tu nous avais donné un retour comme quoi les gens avaient trouvé ça un peu longué. Parce que moi, de mon côté, alors après, c'est peut-être parce qu'on était un nombre réduit de spectateurs intéressés par le film, vu que invités par une agence, moi, j'étais vraiment accrochée à mon siège. Et ça faisait très longtemps que je m'étais pas plongée dans un film comme ça, et surtout un film aussi conceptuel. Oui. Parce que le lore est très peu développé. Et en gros, on est enfermé dans cette espèce de sous-marin avec lui et on sait pas pourquoi. Voilà, c'est très, très flou. Et tu te démerdes. Voilà, c'est ça. Mais cela dit, j'ai compris en voyant le film la mécanique du jeu. Et ça, je trouve que c'est assez rare pour être noté dans les adaptations parce que j'ai compris cette mécanique sans pour autant que ça me gêne en regardant le film. J'ai tout à fait compris que du coup, pour avancer dans le jeu, il faut que tu te serves de l'appareil photo qui éclaire le vaisseau spatial. Donc, il faut que tu joues entre les commandes du vaisseau, ta carte et le bouton qui allume l'appareil photo. C'est ça. J'ai compris ça juste en voyant le film et ça ne m'a pas non plus gênée dans la diégèse du film. Je trouve ça très fort parce que généralement, ça, c'est un truc qui est bien casse-gueule dans ce type d'adaptation. Oui. Souvent, ça fait vraiment le gimmick référence aux fans. Ouais. Ou alors, ils veulent s'en éloigner à tout prix et du coup, on comprend plus le rapport avec le jeu vidéo. Exactement. Je pense à Super Mario Bros, celui des années 90. Le premier. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais. Mais ouais, bref. Je pensais à Doom dans le contre-exemple du film qui veut faire un gros clin d'œil, mais qui appuie tellement le. Bah, ça, c'est le plan en vue subjective de Doom. Ah oui, ouais. Où là, t'as le clin d'œil qui est limite énorme, et du coup, ça a aucun sens que ce soit là. Oui, alors que là, je pense que j'ai compris comment fonctionnait le jeu, et du coup, ça doit faire plaisir aux fans. Et pour autant, j'ai pas trouvé ça tellement appuyé que ça me gênait dans le film. Voilà. Oui. Alors, c'est un huis clos. Donc c'est sûr que si on n'aime pas ça, on va décrocher. Hein, parce que là, il est tout seul, vraiment. Oui. Et on sait plus trop au bout d'un moment s'il entend des voix ou si c'est réel ce qu'il entend. Enfin, il y a la folie des profondeurs, quoi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette ambiance hyper étouffante. La DA de ce film est incroyable pour son budget, je trouve. Elle est folle. Parce que c'est juste un mec dans un décor entre quatre murs, quoi. Quatre murs en bois, quoi. Quatre murs et un écran et une source de lumière, hein, 2 écrans, tu vois. Ouais, donc pas cher à tourner. Mais c'est vachement bien éclairé pour ce que c'est. Et franchement, le décor, il est tout à fait tangible. Il est très beau, il est super oppressant. Moi, je croyais vraiment à l'océan de sang et j'avais vraiment l'impression que j'étais enfermée avec lui dans cette petite cabine et que bientôt, j'allais me noyer dans une espèce de liquide épais parce qu'on a vraiment l'impression, en étant à l'intérieur, qu'il navigue dans un truc, dans une mélasse épaisse et dégueulasse. C'est visqueux, ce sang, il est très spécial, mais il est beau, hein. Ouais, c'est très beau. Franchement, j'étais super impressionnée à ce niveau-là. Et ça fait peur. Ça fait super peur. Je m'attendais pas à ça, mais même si on n'a pas toutes les clés de compréhension, le film arrive à te faire comprendre les enjeux quand même.
voilà, qui sont simples, hein, c'est quand même de la survie. Mais en fait, bah, tu flippes avec le personnage. Je sais pas si je suis claire, voilà. Non, mais oui, oui, tu découvres tout avec lui. Merci, merci, c'est ça en fait. Vu que tu as peu T'inquiète. d'éléments de contexte, en fait, tu découvres avec lui et tu flippes. Tu flippes, bah, voilà, quand il éclaire le squelette la prochaine fois, tu «C'est quoi ce truc?» Parce qu'en plus, c'est voilà, Et les photos, elles sont elles magnifiques. sont terrifiantes. Ouais. Ouais. Les photos qui te révèlent la créature sont magnifiques et horribles à la fois. Ouais. Tu vois juste la créature qui est au loin dans une sorte de caverne. Tu vois juste deux gros yeux et des dents partout. C'est terrifiant. Et puis surtout, elle se précise au fur et à mesure. Donc, plus tu Oui, t'en rapproches, plus ça devient terrifiant, en fait. oui, c'est ça. Puis même les voix, tout ce qui et même, moi, ça me fait très peur, la sensation, de bientôt étouffer. Et là, Oui, clairement, oui, parce que voilà, clairement, on on sent qu'il manque un peu d'oxygène, quoi, hein, mais, alors petit bémol quand même. Alors, tu m'as expliqué, toi qui as joué au jeu, que, le lore est pas expliqué dans le jeu non plus, très que peu. ça reste très nébuleux et tout. T'as un ordinateur de bord où tu as des informations sur ce qui se passe, le Mmh. fameux rapt silencieux, Oui. les étoiles qui disparaissent et tout. Le gros du lore, sur ce que tu trouves en bas dans le jeu, c'est vraiment des indices hyper cryptiques. Et d'ailleurs, c'est pas la même chose. Le film fait un choix Lovecraftien pour sa créature. Ah, j'allais dire ça, on dirait une créature de Lovecraft, effectivement. Ah ouais, ouais, mais c'est de l'horreur cosmique Ouais, à ouais. fond, hein, une sorte de divinité que tu comprends pas, dans un univers hyper étrange. On est dans l'enfer de Cthulhu, quoi. Vraiment Ouais, ça. ouais, mais Ouais, ouais. c'est totalement ça. Et il devient fou en voyant la créature. Enfin, tout est là. Et ce lore est pas vraiment présent dans le jeu. Et oui, non, mais tu me disais que ça reste, quand même, tu as assez peu d'éléments de contexte dans le jeu. Voilà, et Oui. du coup, ça expliquait pourquoi le film est un peu nébuleux sur son lore. Mais Mm. malgré tout, il essaye d'installer un lore. C'est ce que m'ont dit tous les amateurs du jeu, qu'il en rajoute même plus que le jeu. Oui. Oui. Et bah, je trouve que, ben, si c'est pour faire ça, soit plus explicatif, parce que du coup, j'avais vraiment l'impression de pas avoir des infos. Voilà, et il faut faire un choix à un moment. Soit tu restes sur ton choix nébuleux, et OK, nickel, il y a pas de problème. Soit toi, tu développes ton lore. Parce que si tu le poses sans rien en faire, Euh, c'est, compliqué aussi, quoi. Là, je pense qu'on est sur un truc de entre le trop peu écrit et le trop écrit. Voilà, on est un peu au milieu. oui. Et du coup, bah, moi, il y avait vraiment des moments où je décrochais, où je me dis: «Mais du coup, tu essayes de construire quelque chose ou pas?» Parce que j'étais un peu paumée et du coup, je m'étais dit: «Petit bémol, peut-être que j'ai pas compris parce que j'ai pas joué au jeu». Alors qu'en fait, c'était pas ça. Donc je pense qu'il y a un petit défaut, d'écriture à ce niveau-là, quoi. Je pense en effet que le film souffre du syndrome du premier film, qui est en plus, Mmh. piloté par un mec qui fait tout. Ouais. Le film, je pense qu'il aurait mérité une bonne réécriture parce qu'en effet, je suis d'accord. Le truc, c'est que le film, il essaie clairement de faire de l'horreur cosmique et il réussit plutôt bien en général, hein. Façon Lovecraft, etc. Il y a l'idée qu'il existe des forces beaucoup plus grandes qui sont en jeu, euh, voire Mmh mh. incompréhensibles et qui dépassent totalement le protagoniste Simon. Le truc, c'est que l'horreur cosmique, pour moi, c'est pas une excuse et ça veut pas dire qu'on doit être paumé dans le récit. Et normalement, on comprend toujours au moins la situation, un peu les enjeux, même si ce qui se cache derrière tout ça, c'est un truc qui est censé être un peu incompréhensible. Et ici, le film donne parfois l'impression d'être flou, non pas pour nourrir un peu le mystère, mais plutôt parce que bah, la narration, elle manque de Il clarté, y a quoi. autre chose qui m'a perdue, c'est l'histoire, du frère. J'ai pas compris. Tu sais, quand il retrouve, désolée, je spoil un peu, mais il retrouve un médaillon secret et un message caché, dans la et on comprend que ça vient de son frère, dont il a une partie, du bracelet, au poignet. J'ai alors ça, vraiment, je me suis dit: «Qu'est-ce que C'est ça fout là?» c'est J'ai même, pas alors c'est compris. pas son frère, c'est un frère Son frère de d'armes secte. peut-être? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Il largue énormément en fait, voilà, de petits éléments comme ça à droite à gauche qui te perdent Mmh. facilement et c'est un peu dommage parce que d'un côté, il en montre beaucoup pour certaines choses, notamment la créature, la grosse créature, Bah, c'est et c'est des ça. petits points qui auraient été intéressants de montrer un peu plus. C'est pour ça que je pense que son film, il aurait bien fait de le donner quelque temps à quelqu'un d'autre, un scénariste ou un producteur ou non pas pas un producteur parce qu'il a dit que ça il voulait pas parce qu'il aurait perdu le contrôle et je peux comprendre parce que c'est un film du coup qui est très conceptuel comme tu l'as dit, que ça aurait été compliqué, ne serait-ce que pour le montage, Oui. le laisser à quelqu'un d'autre pour remonter un peu, condenser, rendre plus clair certains aspects. Mais attention chers auditeurs,
on chipote sur des détails. Oui. Parce que dans l'ensemble, le film est quand même extrêmement solide. Juste quelques points de compréhension un peu étranges, je trouve. Et en effet, un rythme qui m'a un peu dérangé. Moi, j'ai pas été gênée par le rythme, justement. J'ai vraiment apprécié que ce soit un huis clos qui fasse pas de concessions. Que vraiment, là, on a quasi en temps réel. Là, tu sais, quand il démarre sa traversée, où il se dit, OK, pour survivre, il faut que j'aille à ce point-là. Et du coup, il faut que je compte le nombre de machins, de cases sur la carte et tout. Et où on avance limite centimètre par centimètre avec lui. Et ben, j'ai trouvé Oui. ça vachement audacieux. Et vraiment, on a cette notion de perdre on a cette impression de perdre la notion du temps, de l'espace comme lui, et j'ai trouvé ça vraiment osé jusqu'au boutiste. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment sur le rythme. J'ai trouvé que c'était un huis clos intéressant, vraiment. Mais par contre, je comprends que ça en perde beaucoup, quoi. Voilà. Mais Bien sûr. voilà. Mais il n'a pas cédé à la volonté d'aller plus vite, de partir dans le divertissement tout de suite. Moi, je trouve ça quand même audacieux. Est-ce qu'il a vraiment pas cédé ? C'est mon avis sur le film. Le film s'ouvre sur un plan extérieur du sous-marin qui tombe dans le sang. Une scène qui est excellente, qui est magnifique. Et franchement, l'ambiance sonore de ce plan, t'es sur le sous-marin, c'est un seul plan fixe, et tu descends vers le sang, splendide. Après ce plan, qui fait écho au menu du jeu vidéo, qui est d'ailleurs dans le jeu le seul moment où tu es en extérieur, où tu vois l'océan de sang, tu es tout le temps avec Simon dans le sous-marin pendant 1 heure. Tout ce que tu vois de l'univers d'Iron Lung passe par Simon et sa vision interne dans le sous-marin. Quand il remonte à la surface, il voit à travers le hublot, tu aperçois la base, mais tu vois que dalle. La raison de sa condamnation, de pourquoi il est là, c'est lâché de manière un peu cryptique. On apprend qu'il avait en effet des compagnons, une autre faction, etc. Il te lâche des bouts de dialogue pour que tu puisses relier un peu les points. Et tout se passe dans le sous-marin. Passé 1 heure, le sous-marin, il a un accident. La créature l'envoie chier, il tombe dans une autre caverne, etc. Et là, il y a une vraie rupture, selon moi, au bout d'1 heure, qui est que là, tu vas soudainement avoir des flashbacks en extérieur, dans les stations spatiales. On va t'expliciter beaucoup plus certaines choses dans les dialogues, dans des longues discussions avec la dame qui l'encadre. C'est Eva ou Ava, qui l'aide. Et d'un coup, on te révèle tout. Pourquoi il est là, d'où il vient, qui est aussi la dame qui lui parle. T'as un surplus d'informations et t'as des flashbacks en plus visuellement un peu douteux, des stations spatiales, de ce qu'il a fait à une autre station spatiale, parce que oui, du coup, Simon est un criminel, etc. Et j'étais en mode, wow, ça y est, ça assume plus. Ça y est, ça surexplique un peu trop, tu vois. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il cède vraiment ou il cède pas, tu vois. Alors que pourtant, pour moi, il y a une vraie rupture. Et il tient son concept à fond pendant 1 heure. Et après, il cède un peu. Il cède pas totalement. Ça reste toujours dans le sous-marin les 3/4 du temps. Pas de souci, c'est pas vraiment un aveu d'échec. Oui, Loin de là. C'est pour ça, je pense que ça rejoint en fait toujours ce qu'on disait depuis le début. En fait, il y a un problème d'écriture. Oui. Il y a un problème d'écriture. En fait, toutes les bonnes volontés du monde sont là, mais juste à un moment, ça a été malmené. Voilà, il y a un défaut quelque part, un petit, comment on dit déjà, grain de riz dans la machine, grain de sable plutôt. Grain de sable. Grain de sable dans l'engrenage. C'est ça. Ça marche aussi. On l'a capté, l'engrenage il bug en tout cas. Ouais, il y a un moment, il y a un petit grain de sable qui fait que au niveau d'écriture, ça marche plus. Voilà. Le film il dure 2 heures et un film en huis clos de 2 heures, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de péripéties pour pas perdre les gens. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est humain. Ouais. Et il y a quand même un ventre mou d'une demi-heure où le mec il est seul dans le noir et ça aurait pu être condensé très facilement en fait avec une autre partie du film. Ou alors il aurait fallu assumer ce côté hyper silencieux, mou, seul dans le noir et faire un film expérimental. Mais Iron Lung n'est pas un film expérimental. Il y a un concept, il y a vraiment une idée quand même d'avoir un huis clos dans un sous-marin, etc. Mais c'est pas expérimental parce que le film blablate sans arrêt, du dialogue sans arrêt. Il essaye d'avoir une trame narrative tout en voulant ne pas en avoir. Il est là en fait le défaut d'écriture, quoi. Voilà. Exactement. Il tente d'être un peu expérimental, mais il l'est pas. Et à la fin, il tombe dans le grand spectacle à moitié. C'est très casse-gueule, ça jongle avec plein de choses. Et pourtant,
j'en parlais avec un ami, d'ailleurs Damien, qui a fait la jaquette de ce podcast aussi, que je salue au passage, qui me disait qu'il aurait vraiment aimé une adaptation d'Iron Lung de 2h30 avec juste Simon, sans aucun bruit, dans le sous-marin, et qui prend juste des photos. Bah, en vrai, j'aurais bien aimé. Et je me dis, Aussi. ouais, une version, tu sais, Jusqu'au boutiste. à fond, Allez. jusqu'au boutiste, à fond. Voilà, Iron Lung fait par Werner Herzog, tu vois, un truc de fou. Carrément. Mais après, par rapport au produit final, je me dis quand même, les films d'1h30, c'est bien. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre les films d'1h30 ? C'est très bien 1h30 de film. Ouais. C'est très très bien. Et bah, tu sais, j'ai beau aimer le dernier Sam Raimi, bah, je trouve qu'il y a un quart d'heure de trop aussi, quoi. Ouais. Ouais, il fait 1h45, Sandhelp, et bah, il aurait pu faire 1h30. Refaites-nous des films d'1h30, c'est bien 1h30. Ramenez-les. Voilà. Mais Ouais. il y a un truc souvent un peu égocentrique chez les auteurs qui aiment bien faire des films longs sans raison. Ils aiment pas déléguer en plus, donc ils ont pas le regard extérieur de quelqu'un qui va leur dire là, tu peux couper un peu. Je pense à un autre cas d'un réalisateur indépendant qui perce avec un film d'horreur qui coûte pas très cher. On l'a tous. Je sais qui tu vas dire. Un autre Damien Léon, qui fait des Terrifier qui durent 5 ans à chaque fois. L'invasion des Damiens. et c'est long, et voilà. Quoique, moi je trouve que le 3, ça va. Je trouve que le 3, il est suffisamment rythmé pour que les 2 heures, tu les sens pas passer, quoi. Voilà, Mais oui, parce que dans le 3, Damien Léon a enfin découvert les raccords dans le montage, l'éclairage. Il a appris son métier. Il est plus Il apprend son stagiaire. métier. Exactement. Par contre, Markiplier, là-dessus, il a tout capté. Parce que niveau cadrage, niveau image, niveau chef-op, niveau lumière, son film, il est magnifique. Mais on sent quelqu'un qui est vidéaste et qui aime ça. Ouais. Voilà. Ouais. Là où Damien Léon, à contrario, ben, on sent quelqu'un qui est artiste FX et qui aime ça. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. ils font pas le même métier, en fait. Voilà. Ils sont pas comparables. Moi, je compare un peu Markiplier à Peter Jackson dans l'intro, puisque je vois des parallèles entre la production de Bad Test, qui est aussi une toute petite production tournée en Nouvelle-Zélande, d'un gars qui sortait de nulle part, qui avait pas beaucoup d'argent, et qui a tourné son film les week-ends comme Markiplier pendant plusieurs années. Un film hyper sanglant en plus, où Peter Jackson occupait plein de postes comme Markiplier, qui a des défauts, encore de rythme, encore d'écriture. Vraiment, c'est un film qui a les contours un peu rudes, quoi, voilà, mais qui est hyper généreux et qui est quand même extrêmement crade, extrêmement sanglant. Pour ça que je faisais des parallèles avec Markiplier, qui est peut-être un futur Peter Jackson, peut-être qu'il nous fera son Brain Dead dans quelques années, on sait pas, tu vois. Oui, il a du potentiel. Hein. Ah oui, clairement, et il joue plutôt bien. C'est vrai. J'ai pas vu un YouTuber, j'ai vu un bon acteur, et ça m'a surpris. Après, il a une voix, Markiplier, il a un physique, il a une gueule, donc ça marche plutôt bien. Ça, c'est l'avantage. Bah après, moi j'étais étonnée en apprenant que c'était un youtubeur parce qu'effectivement, j'ai pas, comme tu dis, j'ai pas vu le youtubeur effectivement. Mais tu parles d'une carrure et d'une prestance, bah, peut-être vu que moi je connais pas son contenu. Oui. Ça m'a pas gêné dans le film, quoi. Très bonne question. Est-ce que tu penses que ton regard aurait été différent si t'avais su qui était Markiplier en arrivant ? Je pense, oui. Ouais. Tu vois, parce que j'ai le manoir, pour revenir sur le manoir. le manoir, en fait, comment elle s'appelle déjà, cette youtubeuse comique là, Natou. Natou, pour le coup, je la connaissais avant. Et c'est quelqu'un dont j'appréciais pas le contenu. Désolée, hein, j'ai rien contre elle personnellement, juste ce qu'elle fait, ça me plaît pas. C'est pas à mon goût, quoi. Oui, c'est normal. Voilà, mais j'ai rien contre elle, hein. Elle est certainement très sympa. mais du coup, le manoir, elle m'agaçait déjà. Elle m'agaçait déjà parce que elle apparaît dans le premier plan, c'est tout de suite la Natou un peu hystérique, un peu bébête, qui joue le même rôle que dans ses vidéos. Qui a fait sans arrêt. Voilà. Sans arrêt. Et en fait, on le voit tout de suite. Rien que quand elle arrive, elle n'a pas déjà prononcé un mot. Rien que sa manière de se tenir, ses épaules vachement en arrière, le torse bombé, hop, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Mais je pense que du coup, peut-être que si je connaissais le contenu de Markiplier, ça aurait plus conditionné mon expérience. Ou alors, en arrivant en disant c'est un film de youtubeur. Ouais. Ça va forcément changer l'attente, pour le coup. Ce qui est marrant, par contre, c'est que moi, j'ai pas été à l'avant-première à laquelle tu as été invité. Moi, j'étais dans une séance classique. Et du coup, j'étais avec les fans de Markiplier. La salle était très marrante. La séance était à 22h, assez remplie, quand même.
ce qui est pas commun pour une séance de 22 heures, avec énormément de fans de Markiplier. Tu les reconnaissais, hein, ils étaient plus jeunes et ils étaient sur Twitter. Oui. Tous des tweetos. Voilà, des badges Markiplier. Il y en a un qui avait un mème de Markiplier sur son sac, qui avait un patch de sa tête qui réagit à FNAF. Enfin, ceux qui connaissent me comprendront. Oh, c'est mignon. Ouais, non, mais c'est une communauté qui est super fidèle. Ils sont tous mignons, adorables. Et il y avait, 10-20% de gens plus vieux qui étaient plus là par curiosité, en mode Iron Lung, un film d'horreur qui sort de nulle part et qui fait du bruit. Parce que du coup, il a cette réputation-là aussi pour beaucoup de gens. Ce qui était marrant, c'est que le film a perdu pas mal de monde. Et je pense que, bon, la séance était tard, faut être honnête là-dessus, ça a dû jouer. Le ventre mou du film a abattu des gens au bout d'une heure. Et d'un coup, j'entends des bruits de ronflement autour de moi. Ah ouais. Et je te promets, et moi au début j'ai pas capté, je me dis waouh, le sound design du sous-marin en 4DX là, Dolby Surround de fou. Et la créature. C'est un excellent preneur de son. Oui. C'est vrai, la créature est derrière moi, je sais pas et tout. Et en fait, non, c'est juste qu'il y a 2-3 mecs qui étaient derrière moi. Et en fait, il y en a plusieurs qui se sont élevés. Il y avait une symphonie de ronflements pas loin autour de nous. En même temps, 22h30. 22h30. Ouais, 2h07 de film. Ouais, je comprends. Moi, je l'ai vu à 10h. Voilà, donc, tranquille. Ouais. Tu joues en mode facile. Non. Ouais. Nous, on était dans le sous-marin avec lui. Nous, on douillait à la fin. On voulait que ça termine. Mais oui, mais par contre, j'étais quand même surpris de voir en effet que le pari de sortir le film sur un visa de 2 jours a été la bonne idée. Parce que les séances étaient prises d'assaut. Le film a eu un succès de fou. Et j'espère que ce sera un signal pour les distributeurs de tenter leur chance, les distributeurs français, à sortir plus de films d'horreur indépendants comme ça sur des visas de 2 jours. C'est pas l'idéal. Souvent, ça force tout le monde un petit peu à s'organiser à la va-vite. Mais au moins, ça permet de distribuer des films en salle qui auront peut-être pas eu cette chance autrement. Iron Lung n'est pas le premier à avoir un visa comme ça, hein, bien sûr. Godzilla Minus One ou beaucoup d'exclusivités Shadows aussi. Bah, souvenez-vous de Good Boy, par exemple, sortent sous ce format-là. Et il en faut plus. Et j'espère qu'en fait, Iron Lung va permettre quand même à mettre en lumière certains de ces films et peut-être aussi les aider à mieux les distribuer. Voilà. Parce que peut-être que Iron Lung ressortira, je sais pas, au moment où on fait l'épisode, peut-être qu'il y a eu des annonces. Pas de nouvelles d'un Blu-ray actuellement, de sortie physique, on sait pas, on verra. Mais en tout cas, le succès fait plaisir et je pense que ça a envoyé un message assez clair aux distributeurs concernant l'horreur indé. Et sur l'envie des spectateurs aussi, qui ont envie de voir des films différents, des films qui tentent des choses, et pas des produits de studio aseptisés. Voilà. Je profite du temps d'écoute qui nous reste, temps d'enregistrement, je suis fatigué, désolé. On a reçu 2 chouettes services presse, puisqu'on parle de gore et de sang. Pour les plus vieux qui nous connaissent, désolé d'ailleurs de faire de l'agéisme, mais dans les années 80-90 sortait une collection de romans qui s'appelait Gore. Oui. Gore, avec des couvertures qui étaient horribles, mais qui sont excellentes, du coup, avec le recul, avec des gens à poil qui se faisaient trucider, c'était dégueulasse. Ça sortait dans les marchands de journaux, dans les magasins, dans les casinos. Enfin, à l'époque, c'est pas casino, normal. C'était rallye, tu vois. Enfin, voilà. Il y a énormément de romans qui sont un peu rares maintenant dans cette collection, qui sont tous dégueulasses. Hein. C'est des romans d'horreur qui sont vraiment sombres, sanglants et qui reculent devant rien, souvent, vraiment. Et il se trouve que les éditions Le Morse, qui nous écoutent, ont décidé de nous envoyer 2 exemplaires d'une réédition d'un des romans sortis dans cette collection qui s'appelle La Peste Verte. La Peste Verte, j'en dirais pas beaucoup, ça parle de mycoses, de choses qui grattent et de trucs... voilà. C'est une épidémie qui touche Marseille avec des mycoses, des graves infections de la peau qui se propagent à un rythme effrayant. Plusieurs souches de champignons semblent impliquées, enfin, mutantes, incompréhensibles. Bref. Ça a l'air trop bien. On a été contacté par l'éditeur pour nous envoyer 2 et déjà il était super sympa. L'éditeur il est adorable parce qu'il gère aussi une librairie et il met des épisodes apparemment pendant sa pause. Donc déjà excellent. Et merci. Et tu sais quoi d'ailleurs, on a 2 exemplaires du bouquin. Lily, on est en tête à tête ce soir. Il est pour toi l'exemplaire. Parce que toi t'as vu le film, merci. toi t'es venu au podcast. Et en plus j'aime beaucoup les gore. J'aime beaucoup la Mais collection gore et je l'ai jamais lu celui-ci pour le coup. Écoutez, donc ça me fait plaisir. Tapez sur Google Gore, fleuve noir, vous allez comprendre, les couvertures elles sont très belles mais un peu explicites. N'ouvrez pas ça en public, surtout pas. Et on tient à remercier les éditions Le Morse pour l'envoi. Et puis voilà, merci beaucoup à eux. Et puis j'ai fait le tour. Très bien.
T'as eu un service presse toi aussi récemment? Ah oui, alors j'ai reçu des équipes de Roboto, donc ils sont plutôt éditeurs Blu-ray vidéo plutôt. Ils sont spécialisés dans le cinéma japonais et asiatique. Et ils m'ont envoyé une petite série B japonaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Lady Battle Cop. Donc globalement, c'est Terminator dans un train. Voilà. Mais avec une femelle cyborg tueuse. Voilà, c'est très très fun. C'est court. Qui est dans l'armure de Robocop, du coup. Pardon? Voilà. C'est qui est dans son armure de Robocop. Oui, plus, voilà. Tout le long. Et oui, non, j'ai dit Terminator, je pensais Robocop en fait. J'ai dit T'inquiète Terminator, pas. c'est ça? Pardon. Les gens l'ont. Non, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, excusez-moi. Ouais, non, je pensais plutôt Robocop, effectivement. Mais écoutez, vous saviez, quand je parlais de films d'1h30, bah voilà. C'est une très bonne petite série B d'1h30, très fun. Pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu robotique, science-fiction, un peu cheapos, c'est très marrant à voir. Voilà, je vous le recommande. Surtout que l'édition de Roboto est très sympa. Oui, et c'est très belle. très rare pour ce genre de petits films d'avoir ce type d'édition, donc je vous invite à aller jeter un œil sur leur site parce que je crois qu'il est toujours disponible. Roboto fait un taf de fou en règle générale. Ouais, sur les livrets, les Et- bonus aussi, c'est Ouais. super. La collection V Cinéma, donc qui est l'équipe, enfin c'est du direct to vidéo VHS japonais des années 80-90. C'est là où il y avait beaucoup de folie, c'est là où Takashi Miike a fait ses armes aussi, etc. Mhm. Ils font des super éditions et en effet c'est cool que ça sorte chez nous. Donc Roboto, n'hésitez pas à aller soutenir un petit peu, à aller y jeter un œil. D'ailleurs peut-être qu'on le recevra bientôt en podcast chez nous, on verra Ouais. peut-être. Ah oui, C'était- ils ont sorti aussi un énorme coffret Gamera Oui, avec les tout premiers films, voilà. Je l'avais reçu aussi, donc je vous le case, voilà. Allez voir ça. ouais, non, si vous aimez les grosses tortues, c'est votre cam. Donc voilà. Si Et vous puis- aimez les grosses tortues, c'est vraiment un public de niche très précis. Mais je sais qu'il y en a qui vont réagir en mode oh putain c'est mon coffret, c'est sûr. Les C'est tortues génial. géantes qui volent les amis, attention. Voilà. On a fait le tour, on va se laisser là, c'est tout pour Iron Lung. On va se dire à la semaine prochaine normalement, je sais pas quand ça sort cet épisode donc on verra. Et puis d'ici là portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés. Oui, merci de nous avoir écoutés, à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, James Circast sur Twitter, Instagram et Blue Sky. Et portez-vous bien, des bisous. Bisous.